Même si c'est bien souvent contraire aux politiques de santé publique, on continue de judiciariser l'itinérance au Québec, c'est-à-dire de remettre des constats d'infraction aux itinérants, notamment ceux qui consomment des stupéfiants. Pour en parler, on a invité Céline Bello. Elle est professeure de travail social. Elle est aussi directrice de l'Observatoire des profilages à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Bello. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on explique que les municipalités et surtout les corps policiers continuent cette pratique, la poursuivent? Elle est quand même contre-productive. Est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement? Je ne suis pas certaine que ce soit de l'acharnement. Je ne dirais pas comme ça. Je ne leur ai pas parlé pour savoir leurs intentions derrière cette pratique-là. Mais très certainement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'elle perdure dans le temps et que non seulement elle perdure, mais qu'elle visiblement, elle se renforce, notamment dans la ville de Québec, puisqu'on lance une étude sur la ville de Québec aujourd'hui. Alors qu'effectivement, c'est dans les politiques, c'est dans les plans d'action qu'il faut réduire, qu'il faudrait ne pas judiciariser les personnes parce que c'est coûteux pour les personnes, mais aussi pour le système, au plan financier, mais aussi au plan social, au plan de la réinsertion. Bon, et cette pratique-là, justement, de donner des constats d'infraction, ça semble un peu en contradiction avec les recommandations et les politiques de la santé publique parce qu'on leur fournit de l'équipement pour consommer de façon responsable et sécuritaire et on les punit d'un autre côté. Parlez-nous de ça. Effectivement. Et ça, c'est une particularité de la Ville de Québec qu'on a découvert dans notre étude. Donc, l'existence, en fait, d'un article dans la réglementation municipale qui interdit de posséder du matériel de consommation. Et non seulement cette infraction existe, paradoxalement et contrairement aux politiques de santé publique, mais en plus, elle est appliquée puisqu'on a pu avoir, alors sur 12 000 constats d'infraction qu'on a étudiés, ce n'est que 252 qui relevaient de ce motif-là, mais quand même, il y a 252 personnes qui ont reçu 252 constats, parce qu'on ne sait pas si c'est les mêmes personnes, qui ont reçu ces constats-là, alors que la volonté de la santé publique, c'est bien de distribuer du matériel et de permettre aux personnes d'avoir des injections ou des inhalations sécuritaires. Bon, dans la Ville de Québec, là, il y a une équipe spécialisée qui s'appelle Multi, qui travaille avec les gens de la rue, mais il y a des constats qui sont émis par des policiers qui n'en font pas partie. Là, on peut se demander, est-ce que les différents services, les différentes divisions se parlent? Là encore, je ne sais pas ce qui se passe, mais on voit effectivement une explosion d'équipes hybrides, multi, qui portent toutes sortes de noms, avec des policiers, des intervenants, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des criminologues. Mais malgré la multiplicité de ces équipes-là, les patrouilleurs, la police régulière poursuit finalement son travail de judiciarisation. Et ces équipes-là n'arrivent pas à freiner et n'arrivent pas même à convaincre leurs collègues finalement que ce n'est pas la bonne voie. Et donc on voit aussi même à l'intérieur de la force policière que les actions vont dans des sens complètement divergents. Bien oui. Alors justement, d'après ce que vous observez, est-ce que donner des constats d'infraction à des itinérants qui souffrent de problèmes de toxicomanie, est-ce que ça aggrave le problème initial? C'est pas vraiment un bon moyen de les sortir de leurs conditions, là? Tout à fait. On ne documente pas si ça aggrave directement, mais très clairement, ces personnes-là vont avoir des dettes judiciaires, vont devoir passer par un processus très, très long qui vont parfois leur obliger à des travaux compensatoires, mais surtout, lorsque ces personnes veulent s'en sortir, elles se retrouvent face à une dette judiciaire qui est une dette majeure dans la société, donc qui interdit d'avoir un permis de conduire, qui interdit parfois d'avoir un logement, d'avoir un emploi. Donc, on se rend compte à quel point c'est contre-productif et que finalement, si cette personne-là avait un problème de consommation, c'est très certainement pas en lui donnant un constat qu'on va l'aider à sortir de cette dépendance. Bon, justement, parlons de ces constats. S'ils ne sont pas payés, auparavant, ça entraînait une peine de prison. Je pense qu'il y a eu un moratoire à Québec, en tout cas, et il n'y a plus de peine de prison. Dites-moi que ça tient toujours. Alors, effectivement, il y a eu un moratoire à Montréal, par exemple, en 2005, à Québec en 2018. Mais plus que cela, il y a maintenant une modification du Code de procédure pénale qui a supprimé, dans une certaine mesure, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Donc, il ne devrait pas y avoir, au-delà du moratoire, dans toutes les villes de Québec, il ne devrait plus y avoir d'emprisonnement.
Et on constate quand même qu'il en existe encore, malgré ces changements législatifs, qu'il y a encore des gens qui se font emprisonner pour non-paiement d'amende. À Québec, par exemple, on a trouvé dans nos données que 5 personnes avaient été en prison au-delà du moratoire et même au-delà de la modification législative. Oui. Changer les mentalités, ça prend du temps et de la patience. Céline Bello, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Bonne journée.